Comme on a pu le dire, suite aux mauvais largages qui vont avoir lieu, certains parachutistes vont avoir quand même pas mal de mal à se retrouver. Pour ça, bien certains officiers vont tout simplement se positionner au milieu des zones où il y a le plus de paras. Ils vont envoyer des patrouilles pour essayer de retrouver le maximum de parachutistes et de les rassembler. Ça va être le cas sur la drop zone O notamment, où le lieutenant-colonel Edward Cross va rassembler autour de 200 hommes entre 4 et 5 heures du matin. Il doit rassembler une grande quantité d'hommes quand même, hein, du 505e régiment de parachutistes, notamment lui qui commande le 3e bataillon, Cross. Et son rôle bien, va être de prendre notamment Sainte-Mère-Église. Sainte-Mère-Église était intéressant pour les parachutistes parce que Sainte-Mère constitue un carrefour routier important, car Sainte-Mère est traversée notamment à ce moment-là par la Nationale 13, la route de 40 ans qui aujourd'hui traverse encore Sainte-Mère-Église, mais qui est à l'époque bien l'ancienne route Paris-Cherbourg. Et Sainte-Mère va être également traversée par la route qui traverse le département de la Manche en deux, d'ouest en est. Donc Sainte-Mère constitue un carrefour routier qui aurait pu être utilisé par l'armée allemande pour atteindre la plage de Utah Beach le matin du 6 juin. C'est pour ça que très rapidement, le rôle des hommes du 505, qui, je le rappelle, est une unité qui a déjà été au combat, notamment, c'est l'une des unités de la 82 qui a déjà connu le combat, va avoir une mission assez importante, notamment, hein, et prendre bien ce carrefour routier pour empêcher l'armée allemande d'atteindre la plage de Utah Beach. Donc Krauss rassemble entre 4 et 5 heures du matin 200 parachutistes. Et au fur et à mesure qu'il atteint ce nombre, il va pouvoir se dire ok, on a suffisamment d'hommes, on va pouvoir commencer à avancer en direction de Sainte-Mère. Ils vont prendre la direction de Sainte-Mère par le nord-ouest, notamment hein, la route qui vient aujourd'hui de la Fière globalement. Et ils vont à ce moment-là commencer à rencontrer vont se dérouler quelques échanges de tirs notamment, et plus ils vont avancer en direction de la place, plus ils vont avoir d'échanges de feu notamment. Mais ils vont pouvoir rentrer entre 5 et 6 heures du matin dans le bourg de Sainte-Mère-Église. C'est là, à ce moment-là, que Sainte-Mère va être pris et sera pris définitivement, ce qui fait de Sainte-Mère-Église l'un des premiers villages libérés en France par les hommes de la 82e Airborne notamment. Et donc, à ce moment-là, va devoir commencer la sécurisation de Sainte-Mère. Donc, Cross va envoyer différentes patrouilles tout autour de Sainte-Mère, au nord, au sud, étant donné que le nord de Sainte-Mère doit être sécurisé par le 2e bataillon du 505, commandé par Van der Voort, le lieutenant-colonel Van der Voort, hein, assez célèbre notamment dans le film le jour le plus long. Krauss, lui, prend le bourg de Sainte-Mère-Église. Aussitôt que ces hommes se positionnent, bien ce lieutenant-colonel va tout de suite aller en direction de la mairie de Sainte-Mère-Église, où il va prendre possession des lieux notamment, et hisser sur la mairie la bannière étoilée. Faut savoir que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû être fait, hein, notamment parce que les soldats américains étaient venus pour libérer la France et donc rendre la liberté à ce pays et non l'envahir, hein, pour le prendre. Donc il aurait dû hisser notamment le drapeau tricolore et non la bannière étoilée. Mais toujours est-il que pour ces Américains qui sont venus ici, c'est une première victoire, hein. Donc il va faire ce geste de première victoire et également aussi un petit geste de provocation envers les Allemands, hein, l'air de dire venez nous reprendre Sainte-Mère, on vous attend. Va y avoir également à ce même moment la préparation du débarquement sur Utah. La force navale U va lancer notamment 3 navires bombardiers un petit peu plus avancés de la plage, de manière à pouvoir préparer le bombardement de la plage de Utah Beach. 3 navires vont se positionner au large, l'USS Tuscaloosa, l'USS Quincy et l'USS Black Prince vont se positionner. Ces 3 navires ont pour rôle de bombarder la plage de Utah Beach juste avant que le bombardement aérien ne commence. Le bombardement aérien, on en reparlera dans l'épisode de 6h à 7h. Un petit peu plus tard. Mais entre 5h et 6h, l'ensemble de ces navires vont se positionner et va débuter à 5h36 très exactement, 14 minutes avant l'heure qui était prévue, le bombardement de la plage de Utah Beach par ces 3 navires. Le bombardement va débuter 14 minutes avant, tout simplement parce que ces navires vont être repérés, on estime, hein, par la batterie de Chris Beck. Donc ils vont commencer à être la cible de tirs d'artillerie allemands venant de la côte. Donc ces navires vont commencer à riposter
commencer à bombarder la plage de Utah. Le bombardement ne va pas se terminer là, hein, parce que, eh bien, il va être suivi, ce bombardement naval, par un bombardement aérien. Mais ça, on en reparlera, eh bien, d'ici 1 heure, entre 6 h et 7 h du matin, juste avant que le débarquement, pardon, ne commence. Il est 5 heures du matin sur WN5, et contrairement à la chanson, tous les soldats allemands sont déjà réveillés depuis longtemps. Nous sommes bien loin de Paris et de ses enjeux, et pourtant à Paris, depuis la veille, on était intimement persuadé qu'un débarquement allait avoir lieu, puisque les services d'espionnage de l'Abwehr étaient parvenus à décoder les fameux messages, les sanglots longs des violons de l'automne, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Mais personne n'a su tenir compte de ces alertes, et derrière cela, les conséquences vont s'enchaîner dans la journée du 6 juin. Alors Arthur Janke est toujours dans sa position avec ses hommes, voyant le jour se lever. Il ordonne donc au major Hein de doubler les rations des soldats pour maintenir le moral, mais il prescrit une fois de plus de les garder en sûreté et de ne pas les monter dans les postes de combat, au moment où d'ailleurs les premiers sifflements se font entendre. Ce sont des tirs d'artillerie de marine qui manifestement viennent de très loin, en mer, à la surprise donc générale des troupes. La position d'ailleurs du lieutenant Janke est très rapidement bouleversée. Des tirs atterrissent à proximité droite de son emplacement, à proximité gauche, et finalement sur sa position. Son abri est littéralement volatilisé, lui-même est légèrement blessé à l'épaule et au bras gauche. Il doit s'extirper du sable qui s'est accumulé sur lui et file se rapprocher de la chicane qui se situe à proximité du mur anti-char, estimant, là encore en combattant expérimenté, qu'il y aurait une meilleure protection. Pendant ce temps-là, les soutes de munitions qui sont à proximité sont en train de sauter. Une des pièces de 50 mm a été endommagée par le bombardement, tout comme le canon anti-char de 47. Et partout sur les positions de W5 et aux environs, une multitude de cratères parsèment le terrain. Et Janke observe d'ailleurs assez vite qu'une partie de ces cratères, notamment ceux qui sont liés à l'aviation, puisque une bonne partie des tirs provient de la marine, mais très vite, ça va être relayé par les vagues de bombardiers qui vont succéder. Une bonne partie des cratères sont des cratères de faible profondeur, ce qu'il ne comprend pas d'ailleurs dans un premier temps. Faible profondeur, mais forte dispersion. En fait, côté américain, on a estimé qu'il était plus prudent d'utiliser ce genre d'explosifs de façon à ne pas gêner la progression des troupes et des blindés à l'intérieur des terres. Mais ça, bien sûr, Arthur Janke n'en a pas conscience. Alors, ce bombardement a démarré à partir de 5h30, 5h36, selon les différents récits, différents témoignages et différents rapports. Il provient, on l'a dit, de navires qui sont en mer, mais que les Allemands ne parviennent pas à distinguer parce qu'il y a également une sorte de lourd brouillard qui s'est accumulé, curieusement. En fait, il s'agit simplement d'un brouillard artificiel lancé par les avions de la 9e Air Force et qui a pour objectif de protéger les mouvements de navires, lesquels sont en train de s'effectuer en haute mer. Alors certes, les soldats peuvent avoir distingué des bruits au large, mais ces bruits, bien entendu, ont été très largement couverts par le bombardement en lui-même, par l'effet de choc, par le souffle et par l'émotion qui va gagner la plupart des soldats. Alors, à ce moment précis, un vieux soldat de la Ruhr retrouve Arthur Janke qui est parvenu à s'extirper de son trou, comme on l'a dit, et ce vieux soldat arrive tout paniqué auprès de son officier en lui disant « Mais tout est capote, nous devons absolument capituler, c'est fini, etc. » Et Janke sait pertinemment que la panique est certainement une des pires ennemies pour un soldat. Il va donc le reprendre en lui disant « Mais si on avait capitulé de la même manière en Ukraine lorsqu'on a été confronté à pareil type de bombardement, mais les Russes seraient déjà arrivés ici. Alors, au travail, c'est comme ça, c'est la guerre, on reprend nos postes. »